Il est quasiment 19h sur CNews. Merci d'être avec nous pour Face à Philippe de Villiers. Cher Philippe, bonsoir. Vous qui n'avez jamais de feuilles, bonsoir Geoffroy Lejeune. Oui. Vous qui n'avez jamais de feuilles, qu'est-ce que vous faites avec une feuille sur le plateau? Mais qu'est-ce que c'est? Informateurs bien informés. Les informateurs bien informés ont frappé? Ça vous concerne pas. Ah, non. Ça vous concerne pas. Non. Ça concerne même pas le traité de Maastricht, pourtant c'est la même année. 92. 1992. Joyeux anniversaire à Benjamin. Ah Benjamin. Anniversaire de Ben, qui est notre rédacteur en chef, qui est le chef d'édition. C'est grâce à lui que vous avez ces belles images. Remontez un peu là. Ah bah c'est bon, on la voit. Voilà. Et je sais pas si tu te reconnais, Ben. Voilà. Voilà. Et donc, comme il est aux manettes, il n'aurait pas pu avoir la surprise, puisque c'est lui qui aurait dû envoyer les images. Voilà, mais les informateurs bien informés ont frappé. On lui dit affectueusement et chaleureusement, parce que c'est une équipe qui prépare cette émission, qui fait cette émission. Et donc, c'était normal qu'on lui souhaite son anniversaire. Surtout qu'il est né l'année de Maastricht, donc c'est quand même une année pas ordinaire. Le début du drame. On lui souhaite une meilleure réussite qu'après Maastricht. Philippe de Villiers, bon, vous faites la une de Paris Match cette semaine. J'ai vu ça, la réussite de l'émission, devenue le rendez-vous hebdomadaire des Français sur CNews et sur Europe 1. Philippe de Villiers, je suis un sonneur d'alarme. Mais surtout, Philippe, ce qui est saisissant, l'information dans les colonnes de Paris Match, c'est que vous allez publier un nouveau livre le 30 octobre prochain aux éditions Fayard. Je cite Mémoricide. Mémoricide, Philippe de Villiers. Alors qu'allons-nous découvrir le 30 octobre prochain dans votre nouveau livre Mémoricide? C'est un néologisme, mémoricide. Choisi volontairement pour dire ceci. Qu'est-ce qu'un mémoricide? Un mémoricide, c'est l'ablation de la mémoire vivante d'un peuple en errance, d'un peuple qui perd ses héritages, qui les renie. Le mémoricide, c'est une mémoire atrophiée qui ne transmet plus. C'est une mémoire pénitentielle où on s'excuse, qui pratique l'amnésie des grandeurs et l'hypermnésie des lâchetés. Et enfin et surtout, c'est une mémoire invertie. C'est-à-dire qu'on cherche à vivre à l'envers de ce que les anciens, nos pères, ont vécu. C'est ça le mémoricide. Mais il y a aussi une autre mémoire. Et c'est la partie importante de mon livre, la mémoire salvatrice. J'en ai parfois parlé un peu ici. En France, souvent tout va mal, depuis 1500 ans. Et à chaque fois que tout va mal, on se dit tout est perdu. Aujourd'hui, on dit de manière un peu plus vulgaire, c'est foutu. Tout est perdu. Et à vue humaine, tout est perdu. Et puis, il y a toujours une circonstance, une personnalité, un événement, un avènement, quelque chose qui fait que, dans l'histoire de France, de manière inattendue, tout est sauf. Et donc, ce tout est perdu, tout est sauf, doit être le filigrane de tous les réfractaires qui, à l'avenir, répondront à un vieil aphorisme qui a été forgé par Lénine lorsqu'il était à Saint-Nazaire en clandestinité. Ce sont les minorités qui font l'histoire. À découvrir donc aux éditions Fayard le 30 octobre prochain. J'ai regardé, le 30 octobre c'est un mercredi. Donc vous nous promettez que le vendredi 1er novembre, on fait une édition spéciale sur Mémoricide. Sauf si le JD News non. et le JDD dont le patron est ici. Il y a une concurrence qui va être terrible. Ah oui, ça va être... non, il n'y a pas de concurrence, c'est l'amitié. Il faut qu'on découvre les premiers mots de Philippe de Villiers le vendredi 1er novembre. Nous, on présentera le livre, évidemment. On fera, d'ailleurs,
Je vous dis pas tout de suite ce qu'on va faire, mais ça va être énorme. Mais c'est vrai que entendre Philippe parler, c'est pas la même chose que lire. Donc du coup, on va se compléter. C'est le combienième, Philippe de Villiers? Je sais pas, bon, Vous savez pas. peu importe. C'est vrai. Vous savez, en fait, on n'écrit jamais qu'un seul livre. Et vous savez ce que disait Cicéron? Unius librem timeo. Je crains l'homme d'un seul livre. Je crains l'homme d'un seul livre. Et en fait, il suffit d'écrire un seul livre pour être retenu dans l'histoire. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas en écrire trop. Bon, voilà pour cette information que je pense les téléspectateurs ont pu découvrir évidemment dans les colonnes de Paris Match, mais découvrent également aujourd'hui, à savoir Mémoricide. Bon, donc Paris Match, c'est un honneur pour moi parce que je suis passé juste derrière Brigitte Bardot quand même. Vous entrez dans le club des légendes. Pas mal. C'est le club des légendes. Voilà, vous entrez dans le... Bon, vous êtes une référence, Philippe de Villiers, pour les Français, une référence aussi pour l'extrême gauche. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Alexis Corbière, le purgé de la France insoumise, a comparé le gouvernement Michel Barnier avec une aventure qui vous est chère. Il répondait d'ailleurs à la question sur la motion de censure. On écoute Alexis Corbière. Si elle ne passe pas, c'est que Mme Le Pen fait le choix de maintenir, de faire vivre ce gouvernement Barnier. Voilà, Barnier-Retailleau. C'est ce que j'appelle, je répète ce que je disais tout à l'heure, ce gouvernement Puy du Fou. C'est un spectacle de droite dure, nostalgique, qui me plaît manifestement, idéologiquement, à Mme Le Pen. Geoffroy Lejeune, vous avez une question pour Philippe de Villiers. En fait, vous êtes une référence obsédante pour tous ces gens, parce qu'au moment de la cérémonie d'ouverture des JO, déjà, on parlait du Puy du Fou. Moi, j'ai 2 questions. Est-ce que ça vous fait plaisir et qu'est-ce que vous lui répondez? Ah oui, ça me fait plaisir, oui. Je voudrais lui dire à Alexis Corbière un grand merci. Et alors, d'abord, ce que je pense, c'est qu'il a donc renouvelé à son niveau l'ensemble des références lexicologiques de la sémantique politique, parce qu'en fait, il y a eu gouvernement des œillets, gouvernement de la rose, gouvernement européiste, gouvernement atlantiste. À chaque fois, il y a une connotation. Et maintenant, on a, qui fait son entrée dans cet ensemble de rubriques lexicologiques, le gouvernement Puy du Fou. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le Puy du Fou, c'est un des hauts lieux du dépôt millénaire. Puy du Fou, c'est la France. Et donc, c'est une référence bienvenue, intelligente de la part de M. Corbière, qui est un professeur d'histoire cultivé. Et souvent, au Puy du Fou, souvent, on entend les gens qui, quand ils viennent, à la sortie, quand ils s'en vont, ils disent « Ah, si la France était dirigée comme le Puy du Fou ». Donc, finalement, moi je dis à Alexis Corbière et à ses amis, confier la France au Puy du Fou, c'est pas une mauvaise idée. Je l'accepte d'autant plus volontiers que j'ai toujours pensé qu'à un moment donné, on finirait par être souverain. Qu'est-ce que la souveraineté? Il y a 4 éléments. À l'image de la principauté de Monaco, Andorre, etc. Le premier élément, il faut avoir un drapeau, on l'a. Il flotte au Puy du Fou, matin, midi et soir. Il faut avoir ensuite un hymne, on l'a. Et il nous manque 2 choses, mais Alexis Corbière peut nous aider à les ajouter, c'est la monnaie et le décalage horaire. Et donc je voudrais dire à Alexis Corbière, on dit que vous êtes un historien. Vous êtes plus que ça, un visionnaire. Puisque nous parlons du gouvernement de Michel Barnier, Philippe de Villiers, est-ce que le discours du Premier ministre cette semaine, le discours de politique générale de Michel Barnier, vous a convaincu, Philippe de Villiers? Moi, je suis un imagier. Les images me sautent au cou, me sautent aux yeux, et avant que je ne puisse les rattraper, elles s'imposent à moi. Et là, j'ai une image immédiate, c'est Bourges.
c'est la guerre de 100 ans. Ah. Alors la guerre de 100 ans, c'est un moment de la guerre de 100 ans, en 1420, après le traité de Troyes. On appelle ça déjà la culture du compromis, parce que on a un roi de France, Charles VII, désemparé, qui est obligé de traiter, de composer avec les Anglais, les Armagnacs, les Bourguignons. Vous pouvez en transparence ensuite installer la partitocratie française. Et donc, il est dans la culture du compromis. Et on l'appelle le roi de Bourges. Eh ben, en voyant Michel Barnier, je me suis dit, le roi de Bourges est à Matignon. Et, attendez, il y a une deuxième image qui m'est venue ensuite en écoutant le discours de politique générale. Vous savez que j'ai bien connu Jacques Chirac et qu'il avait un sens de l'humour et parfois un peu cruel. Et un jour, il m'a dit, tu vois, on était à côté, au banc des ministres, là. Il me dit, tu vois, Barnier, c'était gentil d'ailleurs, mais voilà. Il dit, c'est une valise sans poignée. C'est-à-dire qu'il est insaisissable, il n'y a pas de prise. Voilà. Et quand j'ai écouté Michel Barnier, j'ai entendu le début, quand il a évoqué le général de Gaulle. Et il a dit, de Gaulle a dit, en 1942, je vais essayer de me souvenir de la phrase exacte, elle est splendide. Il a dit, je vous demande de faire avec peu, beaucoup, à partir de presque rien. Et en fait, pour répondre à votre question, pardon de ce petit détour métaphorique, je me suis dit, on a eu peu, pas beaucoup, presque rien. Or, la France, et là je vais être très sérieux, elle est dans un état critique. Dans l'interview de Paris Match, je dis le pronostic vital de la France est engagé. C'est pas une blague. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait une politique de redressement. 1958, hein. Bon, les grandes périodes de l'histoire de France, tout est perdu, tout est sauf. Mais pour que tout soit sauf, il faut une politique de redressement. Redressement politique, redressement financier, redressement moral. Donc, en 3 phrases, si on ne rapatrie pas la souveraineté, on n'aura pas de marge de manœuvre. Le ministre de l'Intérieur le sait bien. Si on ne rétablit pas l'équilibre budgétaire, on va à la banqueroute. Et si on ne retrouve pas les repères moraux, n'en déplaise au magistère moral de la gauche, on va à l'abîme. On court à l'abîme. Et donc moi, j'attendais qu'on tranche dans le vif. J'attendais qu'on nous dise la vérité sur ce qu'il faut faire pour relever les défis existentiels du pays. Geoffroy Lejeune. Vous nous avez dit ces dernières semaines ce que vous pensiez de Michel Barnier, l'homme et le politique, ce que vous en attendiez ou pas d'ailleurs. Là, dans ce discours, est-ce que vous avez vu plutôt une continuité ou une rupture que vous pouviez espérer ? D'abord, je voudrais dire une chose sympathique pour Michel, c'est qu'il a fait un exercice d'une agilité intellectuelle admirable en répondant aux questions des députés. Et il y a un moment d'anthologie quand il dit à Gabriel Attal, merci de m'aider. Alors l'autre il dit bravo. Enfin oui, parce que m'aider à combler le déficit que vous m'avez laissé. Enfin, c'est merveilleux. Voilà. Mais alors sur le fond, je vais vous dire, il n'est question que des lignes rouges en ce moment. Geoffroy, vous avez vu ? Lignes rouges. Quelles sont vos lignes rouges ? Quelles sont mes lignes rouges ? Quelles sont vos lignes rouges ? Alors, il a été question des lignes rouges. Et pour résumer ma pensée, mon analyse, je dirais la chose suivante. On n'a pas franchi la ligne rouge qu'on aurait dû franchir et on a franchi la ligne rouge qu'on n'aurait pas dû franchir. Je m'explique.
il y a une ligne rouge qu'on n'aurait pas dû franchir. C'est celle de l'impôt. C'est extraordinaire, là, cette droite, ce que dans mon livre j'appelle la droiche. La droite qui court après la gauche. Quand elle est dans l'opposition, elle hurle sur le thème. Un homme de gauche, c'est quelqu'un qui se réveille le matin de bonne humeur si dans la nuit il a inventé un impôt. Et qu'est-ce qu'ils font quand ils arrivent ? Ils inventent un impôt. Ça vient de loin. Je me souviens en 95, quelqu'un avait dit à propos de Juppé, c'est méchant mais c'est drôle, il me le pardonnera. Juppé incarne physiquement l'impôt. et là, en fait, ça commence par l'impôt. Bon, c'est-à-dire que alors qu'on peut rétablir l'équilibre en tapant dans les dépenses. Si vous voulez, on peut en parler quand vous voulez. Hein. Et il ne faut pas être grand clair. Hein. Alors l'impôt, qu'est-ce que ça veut dire ? L'impôt sur les particuliers, l'impôt sur les entreprises. Il y aura 2 impôts. Aujourd'hui, l'impôt, les prélèvements sur les entreprises représentent 19% du PIB en France, sauf erreur de ma part, contre 12% dans l'OCDE. Et donc, ces prélèvements vont poser un énorme problème de compétitivité, un problème majeur de compétitivité. Et ce choc fiscal aura comme conséquence de freiner la création d'emplois et évidemment de freiner la croissance. Mais surtout, ce qui va se passer, c'est que ces prélèvements vont faciliter, favoriser des stratégies d'évitement, comme on dit dans le métier. L'exil fiscal, et comme dit le journaliste François Langlais, l'exil fiscal des pauvres, c'est le travail au noir, donc l'économie au noir. Donc on va décourager l'investissement, et en fait, on va fouetter, favoriser la dette et la dépense. Donc c'est une erreur majeure d'avoir franchi cette ligne rouge. En revanche, erreur inverse, on a expliqué à plusieurs reprises, et spécialement Michel Barnier dans sa déclaration de politique générale, oh là là, on ne franchira pas la ligne rouge du sanctuaire. C'est-à-dire le progressisme sociétal garanti, protégé par les gardes rouges, les gardes verts et les gardes verts de gris, tous ceux qui protègent le sanctuaire. Alors c'est l'avortement constitutionnel, alors qu'il y a 243 000 avortements cette année. On aurait pu dire, quand même, le délit d'entrave, on peut encore avoir la liberté de dire qu'on n'est pas d'accord avec l'avortement. Non, impossible. Alors, on ne touche pas à ça. Bon. Ensuite, on ne touche pas non plus au mariage homosexuel. Et non seulement ça, mais vous avez vu le décryptage des portraits dans la presse. Celui-là, il était à la manif. Et qu'est-ce que fait la personne ? Il s'excuse, il dit « Oui, mais je me suis trompé ». C'est-à-dire qu'en fait, c'est une traque, c'est le cercle de l'indignation. Et celui qui a participé à la manif pour tous, à la manif contre le mariage homosexuel, il est traqué. Et vous avez vu ce qui est arrivé à Laurence Garnier. Il y avait un ministère de la famille, ça c'était une bonne idée. Michel Barnier, il est père de famille, il a une femme, des enfants, donc ça... pas de ministère de la famille, on la met à la consommation, à Super U, au caddie, mais compensation, quoi, mais pas la famille. La famille, non, voilà. Et donc un pays qui ne restaure pas sa famille, qui ne prononce plus le mot famille au sens traditionnel, il est foutu. Voilà, c'est clair. Donc en fait, on a franchi la ligne rouge de la droite et on n'a pas franchi la ligne rouge de la gauche, c'est-à-dire qu'en fait, on a accepté la dérive fiscale et la dérive sociétale. Je donne pas cher de l'avenir de ce gouvernement. Vous avez parlé justement des lignes rouges. Peut-être qu'il y en a une autre qui s'appelle l'état de droit.
avec un ministre de l'Intérieur qui a eu cette envie, enfin, je cite Bruno Retailleau, de renverser la table, un état de droit qui n'est selon Bruno Retailleau ni intangible ni sacré, en plaidant pour une évolution du droit. Et Michel Barnier, dans sa déclaration de politique générale, en a parlé. Je vous propose de l'écouter. D'une manière générale, la fermeté de la politique pénale que les Français demandent est indissociable du respect de l'état de droit et des principes d'indépendance et d'impartialité de la justice auxquels je suis personnellement, profondément et définitivement attaché. Geoffroy Lejeune. Qu'est-ce qui s'est passé, Philippe? Comment vous avez lu cette déclaration? Est-ce que c'est un recadrage de Bruno Retailleau? Est-ce qu'il est lâché par le Premier ministre? Je sais pas. Franchement, j'ai pas d'idée là-dessus. Enfin, ça a tout l'air d'un recadrage. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est sur le fond. La question de l'état de droit, elle se pose, c'est une vieille querelle. Je vous rappelle que en avril 1655, Napoléon déboulait dans le Parlement et il expliquait, pas Napoléon, Louis XIV, pardon, il déboulait dans le Parlement en expliquant aux juges, c'est pas vous qui faites la loi, c'est pas vous qui faites le droit, c'est pas vous qui gregnotez la souveraineté. Et De Gaulle, en écho, disait, il y a d'abord la France, puis après l'État, puis après le droit. Or là, on a des oligarchies européennes et françaises, juridiques et technocratiques, qui définissent l'état de droit, et en fait, ils définissent l'état de droit de manière suivante. Les juges servent non plus le bien commun, le peuple ou la nation, mais les minorités, avec des concepts que les gens ne connaissent pas forcément, les minorités, l'islamophobie, l'inclusivité, la non-discrimination, qui dissolvent la nation. Et donc, qu'on ait un ministre de l'Intérieur qui dise « moi, je ne peux pas travailler si je ne change pas certaines lois », par exemple sur les OQTF, dernier exemple en date, qui est passé totalement inaperçu. Il y a quelques jours, on apprend que les policiers ne sont pas contents. Pourquoi? Parce que pour la garde à vue, il y a maintenant une directive européenne qui vient de tomber, qu'il va falloir appliquer en France, selon laquelle on ne peut plus faire de la vidéosurveillance en garde à vue. Donc, en fait, si on ne change pas les lois, si on ne change pas les directives, et si on ne dit pas demain qu'il y a un primat de la loi française sur la loi européenne, on aura en face de nous les commissaires, les technocrates et les juges. En fait, ce que c'est le ministre de l'Intérieur, et ce qu'on devrait tous savoir, c'est que les juges ont pris le pouvoir et que c'est ou bien le pouvoir politique qui est rétabli ou bien la République des juges. La publicité, on revient dans un instant, Philippe de Villiers, pour la deuxième partie de Face à Philippe de Villiers. On a une surprise pour les téléspectateurs. On ne dit rien. À tout de suite. Quasiment 19h30 sur CNews pour la suite de Face à Philippe de Villiers, avec Philippe bien sûr et Geoffroy Lejeune. Un peu plus de 3 semaines, Philippe, sépare l'appel à l'intifada dans les rues de Paris d'Elias Simzalen, fondateur d'Islam Info et Place de la Nation. Ces images qu'on avait pu découvrir ensemble, Philippe et Geoffroy, de l'appel à l'intifada dans les couloirs de Sciences Po Paris par des étudiants lors de rassemblements qui se sont multipliés cette semaine, pro-palestiniens et anti-Israël. Écoutons et regardons cette séquence. Philippe de Villiers, le ministre de l'Enseignement supérieur, a publié ce vendredi un communiqué où il condamne ces actions dans les couloirs de Sciences Po et des autres universités. Mais que vous inspire cet enchaînement d'appels à l'intifada de la Place de la Nation au couloir de Sciences Po, école que vous connaissez si bien? D'abord, en regardant les images, j'ai reconnu la péniche.
c'est un cauchemar. Pour les anciens de Sciences Po comme moi, c'est un cauchemar. C'est une sorte d'occupation, quoi. Sciences Po n'est plus Sciences Po, quoi. Mais en regardant ces images, je pense aussi à d'autres images que j'ai vécues. En 1982, au Liban, il y a eu l'arrivée des Palestiniens et dans les universités, à Beyrouth, on a vécu ça. C'est-à-dire qu'on a vécu ce qu'on appelle maintenant la libanisation. On a vécu les prémices d'une guerre multiculturelle. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qui est advenu ensuite. C'était l'époque où encore on disait le pays du lait et du miel. Et que nos profs à Sciences Po nous disaient, voilà le modèle multiculturel. Sans voir que ce modèle multiculturel était potentiellement multi-déculturé et multi-conflictuel. Deuxième image, donc, vous l'avez cité, c'est dans les rues de Paris, place de la Nation, un imam fiché S qui appelle à l'intifada et qui dit « c'est à Paris que ça démarre ». Donc le nouveau Pierre l'Ermite qui appelle à la croisade, à la guerre des pierres. Et quelque chose que je ne voudrais pas oublier, c'est ce qui s'est passé cette semaine à Bruxelles. La Commission européenne, dans le programme Erasmus, subventionne, finance des universités islamiques, notamment une en Turquie. Et donc là, on est devant un mouvement, je dirais, d'infiltration, pour parler comme Madame Bergeau-Blaclair. Un mouvement d'infiltration. Qu'est-ce que ça veut dire, l'intifada? C'est un appel à la guerre des pierres, donc à la guerre civile, chez nous, en France. Et on est à la jonction des deux djihad. Le djihad violent, qui mise sur la peur, et le djihad pacifique, qui procède par infusion lente. On est à la jonction des deux, là. Et prenons garde parce que il y a un frérisme d'atmosphère qui travaille auprès des collectivités locales, auprès des associations, dans les universités, parce que la cible du frérisme d'atmosphère, c'est l'école et l'université. Donc on est pile dans le mille, là. Pourquoi? Parce qu'ils veulent acclimater petit à petit, je l'ai déjà dit, mais je le répète, une société charia compatible en France. Et pour ça, ils ont 3 atouts. Le premier, c'est le nombre, puisque la France a choisi de ne plus faire d'enfants et de faire les enfants par les autres. Ensuite, il y a l'état de droit, on y revient, parce que l'état de droit, ça sert à ça sert à protéger la grande infiltration. Et troisièmement, ils ont la 5e colonne. Et la 5e colonne, elle est là. La 5e colonne, c'est une certaine gauche qui a fait un congrès de Tours à l'envers. À Tours, les extrémistes se sont détachés des modérés. Et maintenant, les modérés ont rejoint les extrémistes. C'est ça le congrès de Tours à l'envers. Et c'est une voie qu'ils cherchent en se frayant entre le wokistan et l'islamistan. Et nous, on se récupère et le wokistan, plutôt à l'université, et l'islamistan dans les quartiers. En fait, c'est ça que perd Mélenchon. C'est génial, tactiquement. En fait, il essaye de faire le lien entre les territoires perdus de la République illettrée, les quartiers, et les territoires conquis de la République des lettres. C'est-à-dire qu'il joue sur 2 claviers, celui de la démographie
qui est en faveur de cette infiltration est celui de l'intelligence. L'intelligence française, la culture française, donc Sciences Po. Chapeau l'artiste. Et en face de ça, on a un discours d'une pauvreté de tous ces hommes politiques qui, à l'exception d'un ou deux, ne comprennent pas ce qui se passe chez nous en France. Parce qu'ils ramènent ça à des événements passés, mais qui n'ont strictement rien à voir avec ce qu'on peut appeler la grande infiltration. C'est-à-dire un changement de population, de mœurs, de culture, de civilisation. Georges Bensoussan, dans Le Figaro de ce matin, a eu un mot splendide. Dans une société désenchantée, on va vers les croyances fortes, fussent-elles étrangères à sa propre civilisation. C'est quelque chose comme ça qu'il a dit. Parce que quand on est dans le dépérissement, on va chercher la virilité ailleurs. Lundi, Philippe de Villiers, nous allons commémorer l'attaque terroriste du 7 octobre. Une attaque terroriste du Hamas faisant ce jour-là plus de 1100 morts, majoritairement des civils, hommes, femmes, et enfants de tout âge, sans compter les 250 otages à l'époque. Une centaine seraient encore détenus par le Hamas, dont 2 Français. Ce 7 octobre, plus de 40 Français ont péri. C'est l'attentat meurtrier le plus important pour les Français depuis l'attentat de Nice. Philippe de Villiers, 1 an après, qu'est-ce qui a changé ? D'abord, un mot d'hommage, de sympathie, d'affection pour les familles des otages concernés, ceux qui ne sont pas encore libres et ceux qui sont morts, hélas. Et je réponds à votre question. Tout a changé pour Israël et pour nous, pour l'Occident. Alors, pour Israël, il y a eu un traumatisme. Ce traumatisme est en partie effacé. Et c'est récent. Alors, le traumatisme, c'est en fait un coup fatal de 7 octobre, un coup fatal à l'idéal sioniste d'une terre où le peuple juif serait en sécurité. Tout à coup, le pays, le petit pays, s'aperçoit, découvre que plus rien n'est vrai de ce qu'on croyait. La supériorité technologique, la surveillance électronique, la fronde de David, le dôme de fer, tout ça, ça n'existe plus. Israël a été envahi. Et voilà qu'il y a quelques jours, il y a 2 semaines, les beepers ont tout changé. Le monde entier regarde l'affaire des beepers avec une certaine admiration, en disant « Ah, Israël est encore un pays qui a l'intelligence, la puissance et la détermination. » Quand je regarde Israël, je regarde la France, je me dis Israël, c'est un pays qui veut vivre et qui sait que pour vivre, il faut survivre. Alors que nous, on ne sait plus que pour vivre, il faut survivre. Et donc aujourd'hui, le traumatisme, par des petites secousses telluriques, il est arrivé jusqu'à nous. Et c'est ça qui est nouveau. C'est qu'en fait, on a vu ce qui s'est passé chez nous en France et on a vu la crainte du président de la République qui a eu peur que ça s'embrasse chez nous, par contagion, par contamination. En fait, il y a eu un choc. C'est pas simplement une guerre là-bas de voisinage orientaux.
c'est un choc de civilisation. Et ce choc de civilisation, il est chez nous. Choc de civilisation, choc de deux visions eschatologiques du monde. Et quand je dis ce choc, il est chez nous, c'est parce qu'on a compris, on a vu à ce moment-là qu'une fraction importante de la communauté musulmane de France s'est sentie solidaire avec la cause palestinienne. Et tout à coup est apparu un mot, moi, qui m'a frappé. C'est hallucinant. On ne fait plus attention. On a dit la rue arabe. En France. Ah bon? Il y a une rue arabe. Et ça n'a choqué personne. Et la rue arabe, en fait, dans la rue arabe se déploie un antisionisme idéologique qui vire à l'anti-occidentalisme avec le wokisme qui, en fait, désigne le suprémacisme blanc comme le mal absolu et qui désigne dans le même temps le juif conquérant comme la quintessence du mal. Et puis, s'est développé, et ça a été une révélation pour beaucoup de Français, un antisémitisme d'atmosphère, notamment chez tous les jeunes, dans les quartiers, à l'université. Des jeunes qui, dans les quartiers, se ressentent co-religionnaires des islamistes du Hamas et du Hezbollah, qui se sentent, plus que ça, prolétaires messianiques des banlieues, suivez mon regard, et qui se sentent porte-étendard du combat décolonialiste contre l'Occident. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, ce qu'a compris quelqu'un comme Gilles William Golnadel depuis 20 ans, 30 ans, et ce que n'ont pas encore compris les Français, c'est qu'Israël, c'est l'image de l'État-nation. L'État-nation, la pointe diamantée de l'Occident. Un État démocratique qui est attaché à son identité et qui ne veut pas dépérir, qui ne veut pas mourir. Donc c'est intéressant pour nous, parce qu'on est devant un miroir prémonitoire. Philippe de Villiers, la situation, vous le savez, au Proche et au Moyen-Orient est au cœur de l'actualité. L'Iran a attaqué massivement Israël en tirant environ 180 missiles. Ce mardi, le même soir d'ailleurs, un attentat terroriste revendiqué par le Hamas faisait 7 morts dans le quartier de Jaffa à Tel Aviv. Téhéran a fait une grave erreur, a prévenu Benjamin Netanyahou. Philippe de Villiers, que peut-il se passer? Comment le conflit peut-il évoluer? Alors, moi je pense que depuis quelque temps, la doctrine en Israël a changé, la doctrine stratégique a changé. Il y a 3 temps en fait, il me semble. Allez-y. Premier temps, on éradique les tentacules de la pieuvre avant la pieuvre. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Les Houthis, les Syrie, Irak, etc., ils sont en train de nettoyer. Le Hezbollah, après le Hamas. Le deuxième temps, c'est la pieuvre elle-même, l'Iran. Et là, nul ne peut dire ce qui va se passer. Moi, je pense que leur objectif ne peut pas être d'aller chercher le nucléaire parce qu'il est enterré trop profondément. Et que les Américains ne donneront pas les bombes pénétrantes. Et pour une autre raison qu'on peut comprendre, c'est que il y a une dissémination des sites qui fait que si vous ne frappez pas tous les sites en même temps, vous avez un choc en retour. Je pense qu'il est plus facile d'aller sur les sites pétroliers et gaziers pour asphyxier
le pays. Mais l'idée qu'on peut tous avoir, parce que l'Iran, c'est le djihad global, il faut quand même, ça nous concerne. Et s'ils ont demain le nucléaire, c'est aussi pour nous. Donc, il est vital que dans ce conflit entre Israël et l'Iran, il n'y ait pas de coup d'épingle. Pour ne pas embraser la région, mais aussi pour que les choses soient claires. Qu'est-ce que ça veut dire, les choses soient claires? Ça veut dire qu'il faut en finir avec ce régime, le régime des mollahs, qui est de plus en plus impopulaire. Et à mon avis, c'est ça, la pensée non dite d'Israël, c'est faire en sorte qu'on puisse faire chuter ce régime. Et parce qu'à ce moment-là, on récupère le nucléaire, etc. C'est plus facile. Voilà. Cette attaque iranienne, Philippe de Villiers, intervient quelques jours après l'élimination du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, lors d'une frappe israélienne, cette fois-ci dans la banlieue de Beyrouth au Liban. Mais la grande question qu'on peut se poser, qu'on est en droit de se poser, c'est qu'est-ce que le Hezbollah et qui est Nasrallah? Vous avez vécu, Philippe de Villiers, l'attentat de la rue de Rennes à Paris. On est en 1986. Cet attentat fait 7 morts et 55 blessés, orchestré par le Hezbollah. Et à l'époque, vous êtes au gouvernement. Revoyons ces archives et on en parle juste après. Geoffroy Lejeune. Alors, Elliot l'a dit, vous étiez à l'époque ministre. Vous avez sans doute vu, comme nous, dans les médias, parfois des portraits élogieux de Nasrallah en disant qu'il était fan de foot, de Maradona. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui du Hezbollah et plus généralement, je crois me souvenir que vous êtes citoyen libanais, en tout cas vous avez une vraie histoire d'amour avec le Liban. Que devrait faire la France? Alors le Hezbollah, moi j'ai découvert le Hezbollah en 86 puisque j'étais avec Robert Pandreau sur place, je me souviens, effaré. Et Pandreau m'a dit à l'oreille, c'est le Hezbollah. Je ne savais pas ce que c'était le Hezbollah, moi. Alors qu'en fait, il avait déjà frappé. Le Hezbollah, il a du sang français. Et d'ailleurs, vous avez vu, il y a eu un moment à l'Assemblée remarquable, au discours de politique générale, tout le monde s'est levé quand le Premier ministre a parlé des 58 para-français qui ont été assassinés par le Hezbollah. Le Hezbollah, c'est un parti dirigé par un homme qui est un islamiste, un terroriste islamiste. Le Hezbollah, c'est un mouvement qui n'est pas scrupuleux quand il s'agit d'aller chercher de l'argent, la drogue de Bolivie, etc. Donc, quand je vois la génuflexion oblique des dévots pressés de la gauche devant le Hezbollah, notamment Le Monde qui a osé titrer le chef charismatique un martyr, quoi. C'est hallucinant, il faut vraiment être anti-occidental, anti-français, enfin, ne pas se souvenir du Drakkar. C'est horrible. Et alors, j'ajoute que je ne comprends pas la position du président de la République. Il n'a rien dit, sauf erreur de ma part. Moi, j'ai rien vu, j'ai rien entendu. À quoi joue la France? Là, il y a son ministre qui est là-bas, M. Barrot. C'est bien qu'il soit là-bas. Bon. Ça occupe un salon. Bon, mais pourquoi faire? Or, je voudrais vous dire quelque chose. Là, on est dans un moment où le destin hésite. Il y a un vide politique en ce moment au Liban et il faut le combler. Et la France peut le combler. Peut aider le Liban à se rétablir dans sa souveraineté. Pourquoi? Parce que le Hezbollah est discrédité. Il est discrédité militairement parce que il a plus que des missiles à longue portée. Tout le reste est liquidé par Israël, par Tsahal. Ensuite, il est discrédité socialement parce qu'il n'aide plus les gens. Il y a 1 million de personnes dans la rue. Les gens n'y croient plus. Et il est discrédité politiquement parce que les Libanais ont vraiment envie d'avoir un nouveau gouvernement avec un nouveau président. Donc c'est le moment pour agir. Il faudrait que la France convoque une conférence internationale, impose une conférence internationale, parce que c'est le pays clé, la France, pour le Liban. Moi j'ai le Liban dans mes tripes, je peux vous dire que les Libanais, ils attendent la France, ils regardent la France. C'est la France
du Levant qui regarde la France du couchant. La France du Levant, elle est toujours debout, la France du couchant, elle est souvent couchée. Donc il faudrait peut-être se relever et penser à notre histoire. Et si on pense à notre histoire, on va là-bas. Qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, une action humanitaire d'envergure. Vous vous rendez compte qu'on leur a donné 10 millions d'euros pendant que les Émirats Arabes Unis ont donné 100 millions d'euros. On est ridicule. Donc une vraie action humanitaire d'envergure, avec toute l'Europe derrière nous, pour les sauver, pour leur rendre leur maison. Ensuite, il faut une action militaire. Les officiers sont plus payés. L'armée libanaise, 60 000 soldats, une armée magnifique avec un chef remarquable. Et il faut leur apporter un soutien logistique à cette armée. Et puis enfin et surtout, une action politique, c'est-à-dire rétablir la souveraineté du Liban avec les élections d'un président de la République et rétablir l'armée libanaise comme institution seule apte à détenir des armes de guerre. Si la France fait ça demain, si la France va au Liban pour dire voilà, moi je suis le pays protecteur du Liban depuis Saint-Louis, elle se grandira. Il est 19h53, et je le disais avant la publicité, on a une surprise pour les téléspectateurs, c'est-à-dire que normalement à 19h53 on se dit au revoir et à la semaine prochaine Philippe de Villiers, mais ce vendredi on va jouer les prolongations. On reste un peu plus longtemps parce qu'on a énormément de choses à se dire ce soir. Et on entre dans la dernière ligne droite, Philippe de Villiers, on va parler des élections américaines. Alors vraiment, on dit tout aux téléspectateurs, chaque vendredi, chaque semaine, vous m'appeliez en me disant il faut absolument qu'on traite des élections américaines. Et vous m'avez dit ça depuis septembre de l'année dernière, depuis le début de la saison. Et chaque semaine, on reportait. Il s'avère que c'est un sujet que vous souhaitiez absolument traiter aujourd'hui. Et ce week-end, sachez-le, Donald Trump est attendu à Butler, en Pennsylvanie. C'est le lieu de sa première tentative d'assassinat. C'est vraiment passé à rien, c'était cet été. Philippe de Villiers, quel regard portez-vous sur ce scrutin désormais très proche et qui pourrait avoir un point de bascule pour les Français également? Alors je ne ferai pas de pronostic. Si on écoute les médias, l'affaire est réglée, mais moi je n'écoute pas les médias. Je pense que l'affaire n'est pas réglée du tout. Et non, ce que je voudrais dire de plus important, en me mettant à la bonne hauteur, au-dessus de l'océan qui nous sépare. Quand j'étais à Sciences Po, je pensais à ça tout à l'heure en voyant les images. Il y avait un livre qui était un best-seller incroyable. Et nos profs nous imposaient la lecture de ce livre. C'était Servan-Schreiber, Le défi américain. À l'époque, je me souviens très bien d'un prof, je ne dirais pas son nom, qui disait « Nous sommes tous les petits-neveux de l'oncle Sam ». Incroyable. L'atlantisme de cette école. Nous sommes tous des Américains, qu'aucun colonisé. Et en fait, dans ce livre, Servan-Schreiber expliquait pourquoi il y avait un empire américain. Et il pensait, comme d'habitude, que ça allait durer 1000 ans. Et il expliquait pourquoi ça allait durer 1000 ans. Et qu'il n'y avait pas le choix, et qu'il fallait qu'on soit atlantiste. Voilà. Et bien aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que nous sommes devant, je pèse mes mots, un empire en voie de décomposition. D'abord en politique étrangère. Les Américains sont obsédés par le piège de Thucydide, dont j'ai déjà parlé ici. Le piège de Thucydide, c'est quand il y a une nation puissante mais déclinante qui fait face à une nation plus faible mais montante et agressive. C'est le cas de la Chine. Et donc ils sont obsédés par la Chine, ils ne sont pas obsédés par l'Europe. Ils sont plus obsédés par l'Europe, ils sont obsédés par la Chine. Et le piège de Thucydide, dans le piège de Thucydide, ça, il y a les Lacédémoniens qui voient Athènes et chacun trouve un avantage à faire la guerre. Nous sommes dans cette situation. Les Américains font face aux BRICS, au Sud global. Et donc ils ont perdu leur impérium. Et les Américains de base savent
que l'impérialisme américain, c'est fini. Voilà pour la politique étrangère. Alors en politique intérieure, le pays se délite. C'est un effondrement économique parce que la globalisation a détruit la base industrielle. Iron Belt, là, autour des lacs, etc. Bon. C'est pas la peine de vous moquer de mon anglais au passage. Bon. Il est parfait. Je parle anglais comme Macron. Hein. Bon. Ah bah vous êtes bilingue. Et du coup, je perds le fil. Iron Belt. Oui. Ah, oui. Et donc, l'effondrement économique, mais aussi l'effondrement éducatif et culturel, puisque les universités sont gangrénées par le wokisme. Songez que le wokisme veut brûler la Constitution de 1787 sur l'autel de leurs nouvelles identités. La société américaine, elle est en voie de destruction avec le wokisme. Et troisièmement, l'effondrement culturel et spirituel, puisque le protestantisme portait l'éthique du travail, l'éthique de la richesse, l'éthique de la société. Or, le protestantisme, aujourd'hui, est en perdition. Mais surtout, ce que je dirais, en conclusion de cette analyse, c'est que l'Amérique est au bord de la sécession. Les Américains ne s'aiment plus entre eux. D'un État à l'autre, il y a une atmosphère d'hostilité latente. C'est un pays qui est en train de devenir post-national et post-occidental. Et dans le même temps, nous, on est à la 51e étoile du drapeau américain. Quelle erreur. Les Américains quitteront l'Europe. C'est plus leur sujet. Et nous, on va rester tout seuls. Et on va continuer à écrire notre histoire sur le continent américain. Et amuser les Américains continueront à tenir la plume. Philippe de Villiers, passons aux images de la honte, j'aurais pu dire, les images de la haine. Une trentaine d'individus ont décidé la semaine dernière de perturber une minute de silence en hommage à la petite Philippine. Ça s'est passé le week-end dernier à Vienne, en Isère. Et parmi les perturbateurs, certains étaient candidats aux législatives de 2022. Je vous propose de réécouter cette séquence. Combien de temps ? Et je vous propose d'écouter Anan Mansouri, la députée justement d'Isère, qui a réagi dans l'hémicycle cette semaine, puisque le débat s'est invité. Et la question s'est invitée dans les questions au gouvernement. J'en profite, mes chers collègues, pour vous informer que pour avoir organisé un hommage à Philippine, j'ai été insultée et menacée par des militants d'extrême gauche. Et parmi eux, des collaborateurs parlementaires d'un député LFI ici présent. Comment pouvons-nous tolérer que de tels agissements puissent avoir lieu au sein de notre enceinte ? Geoffroy Lejeune. Est-ce que c'est anecdotique, Philippe, ce qui s'est passé sur ces images ? C'est effrayant. On n'est pas loin de la guerre civile. Parce que la guerre civile, c'est quand les gens se comprennent plus du tout. Et là, en fait, on a des gens de LFI qui ont moins de compassion pour Philippine que pour un étranger marocain, irrégulier, criminel, violeur, récidiviste sous OQTF. Et pourquoi ils ont moins de compassion ? À cause de ce qu'elle est. C'est ça qui est intéressant à observer. C'est-à-dire c'est une Française, catholique, scout, et c'est une fiancée, un homme français hétérosexuel. L'addition est trop lourde. En d'autres termes, ces gens-là ont un ennemi,
c'est le patriarcat blanc, la masculinité toxique. Donc, Mazan n'est pas un fait divers, c'est un fait de société, parce que là, il y a l'homme, et l'homme est un violeur. Et ensuite, ils ont un ami, c'est le migrant irrégulier, racisé. Tant pis s'il est violeur, tant pis s'il est criminel, c'est la victime, c'est la seule victime. Philippe de Villiers, tout à l'heure, on est revenu sur la situation au Proche-Orient et j'ai ressenti une certaine émotion lorsque vous parliez et de la situation en Israël, mais aussi du peuple libanais. Il s'avère que vous avez une histoire charnelle avec le Liban. Vous êtes un amoureux du Liban et la question que je me suis posée quand je vous ai écouté, c'est pourquoi ce lien charnel avec le Liban, cette histoire intime que vous avez? Je ne vais pas en parler maintenant, mais simplement, il fut une époque où le Liban était occupé par la Syrie et avec quelques hommes politiques, dont François Léotard, etc., amoureux du Liban également, on s'est posé là-bas sur un bout d'autoroute éventré et on est allé au palais de Babda et avec nos écharpes au nez à la barbe des Syriens. Et ensuite, ça m'a valu d'être convoqué à l'ambassade. J'ai jamais compris pourquoi. Et on m'a dit, voilà, on vous donne la nationalité. Donc, en fait, si jamais ça va mal en France, je partirai au Liban. Donc, j'ai la double nationalité. Je suis un binational, donc. Parle-nous du Liban. Alors, justement, en tant que binational, je vais parler de mon amour pour le Liban, en vous racontant une histoire très, très singulière. Je ne sais pas si je peux la raconter. Allez-y. Très personnelle, en tout cas. Voilà. Entre le Liban et la France, il y a un lien ancestral, un lien affectueux, une relation charnelle et spirituelle qui tient en fait à la promesse de Saint-Louis. C'est là que tout commence. En 1253, Saint-Louis est là-bas au Liban et il dit ceci: j'accorde à tous les Maronites la même protection qu'à tous les Français. Ça fait 8 siècles. Cette promesse n'a jamais été oubliée par les Libanais. Hélas, oubliée par beaucoup de Français. Et un jour, je suis parti là-bas pour un voyage caritatif avec l'association admirable Malte-Liban, présidée par la princesse Françoise de Lobkowitz. Et on est allé ensemble avec elle sur les lieux de séjour de rois croisés. Et à un moment donné, il y a un moment pathétique. On va là où il est venu pour faire sa promesse, en mer, au bord de la mer, dans le château de Sidon. Aujourd'hui, on appelle Sidon Saïda, entouré des vagues. Et nous nous trouvons là, tous les deux, avec la princesse de Lobkowitz, au milieu de l'enceinte du château de Sidon. Et elle me raconte: cher Philippe, c'est là que Saint-Louis est venu pour saluer et encourager les ouvriers maronites qui travaillaient à la fortification des remparts. Et là, s'il est arrivé trop tard, ils ont tous été égorgés. Il s'est avancé, ce que raconte Joinville, son mémorialiste, il s'est avancé en trébuchant, vaincu par le dégoût. Et puis il a ramassé les corps lui-même, tout seul. Il les a pris dans ses bras, tout pourris, tout puants. Ses soldats le regardaient, il s'est adressé à eux et à ses proches en exhibant de l'évangile, le baiser du lépreux, pour les enterrer, pour leur donner une sépulture. À ce moment-là, j'observe la princesse. Elle a les yeux embués. Je sens que défile
dans ses yeux toute l'histoire, toute la grande histoire, toute cette histoire douloureuse et glorieuse. Et moi, je regarde autour de moi les murs déchirés, les mêmes, rien n'a changé, les moignons déchiquetés, les témoins douloureux du drame encore debout. Et là, la princesse s'approche de moi. Elle est née Françoise de Bourbon, et se souvenant qu'elle est la petite fille de Saint-Louis, avec cette manière élégante, poétique, de saisir l'instant qui n'appartient qu'aux grandes dames. Elle me serre dans ses bras et elle murmure: cher Philippe, moi, la petite fille de Saint-Louis, j'accueille ici, dans cette ruine vivante, dans les entrailles de cette ruine, le petit-fils du chevalier Croiset, mort à Saint-Jean-d'Acre. Ensemble, nous rendons à cette ruine, adoubée par nos pères, les honneurs de la fidélité. Le Liban coule dans mes veines. Le Liban coule sans le savoir dans les veines de tous les Français, parce que le Liban porte en chacun d'entre nous l'écho d'une part précieuse de la France. Les Libanais nous précèdent. Dans nos bonheurs, dans nos malheurs, il faut les écouter. Écouter leurs cris d'appel. Le chêne et le cèdre, au ramage entremêlé, appellent nos affections communes pour la suite des temps. Merci Philippe de Villiers pour cet hommage et votre histoire intime avec le Liban. Merci à vous Geoffroy Lejeune. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de Face à Philippe de Villiers. Et dans un instant, c'est l'heure des pros. À tout de suite.